Je vous fais cette courte vidéo pour vous demander comment vous supportez la canicule. Alors j'ai, fait un article, sur mon blog christelbourili.com qui s'appelle, j'ai oublié. Le titre que j'ai mis c'était, «La canicule c'est mortel pour une personne qui a une sclérose en plaques» et en fait, moi en ce moment j'évite de sortir parce que dès le matin à 8 heures il fait déjà 29 quoi. Et ce matin, j'ai eu à sortir à 8h30. J'avais rendez-vous à 9h à la maison de la justice et du droit pour me faire aider, dans le cadre d'un litige que j'ai avec, la personne qui m'a installé la cuisine et un meuble dans la salle de douche. Et en fait, ben, j'ai pris sur moi parce que, c'était important que j'y aille et du coup, ben, j'avoue que je l'ai ressenti cet après-midi et j'ai fait une sieste d'une bonne heure. Je ne pouvais plus. Et j'avais beaucoup de mal à me lever des toilettes. J'ai un rehausseur et même avec le rehausseur, j'ai beaucoup de mal. Alors je cherche à trouver un en fait, j'ai vu il y avait des WC à comment on appelle ça? À la japonaise, hem, qui peuvent monter et descendre, mais c'est un truc à 1 000 € les WC quoi. Et donc on m'a montré, un élévateur qu'on appuie, parce que j'ai pas trouvé de WC, japonais, ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc là, il y a un élévateur, on appuie sur un bouton, en fait, c'est comme un fauteuil rehausseur et un fauteuil qui vous fait vous lever en fait, il monte comme ça et à un moment donné, il vous expulse du fauteuil et sinon après il y a des rambardes pour se tenir. Bon voilà, donc j'essaye en fait quelle serait la meilleure solution pour, pouvoir m'aider à sortir à me lever des toilettes. Parce que là, en période de canicule, c'est très difficile et ou bien autre, autre moment difficile, c'est quand je suis fatiguée, notamment le soir. Du coup, j'évite d'avoir à aller aux toilettes le soir quand je sais que je vais être fatiguée, parce que j'ai pas envie de rester, coincée aux toilettes comme ça m'est arrivé, l'été dernier, où j'avais dû appeler à la rescousse mon aide de vie. Bon, entre-temps, je suis arrivée à me lever parce que je me suis reposée et enfin me reposer. Comment on peut se reposer quand on est assis sur les toilettes, mais bon. Donc je voulais savoir comment vous gérez la canicule. Faut boire beaucoup. Hem, j'ai la chance, donc pour ça j'ai pas à me plaindre, d'avoir la clim. Bon là je l'ai pas encore mise, mais elle est mise dans ma chambre. Ce qui fait, c'est que je peux avoir la clim qui agit sans pour autant l'avoir en pleine poire, parce que ça j'aime pas trop. D'ailleurs vous voyez, j'ai même mis un petit quelque chose, parce que je préfère mettre la clim et avoir un tissu sur moi que de rien avoir, sur moi, par-dessus le t-shirt. Et je sais pas comment vous faites si vous avez pas la canicule, quand on a une sclérose en plaques, ça va être trop très compliqué. Déjà que pour une personne qui n'a pas de maladie, c'est compliqué. Alors, pour une personne qui a des troubles neurologiques, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, en fait, comme ça arrive par moment, je réfléchis à, au devenir de cette chaîne YouTube, à savoir, qu'est-ce que je pourrais vous proposer qui pourrait vous intéresser, parce que j'ai tendance à parler, un peu beaucoup de ce que je vis, des choses qui me qui me qui me touchent. Et pour tout vous dire, en ce moment, pour ceux qui savent, j'écris un livre qui s'appelle, «L'incestuel fait enfin du bruit», en écho au livre de Bruno Clavier et Inès Gauthier, je crois, qui est psychologue, qui, aide les pédocriminels. Et Bruno Clavier, lui, est un psychologue qui est une ancienne victime de violences sexuelles et qui a écrit un livre avec, donc ils ont écrit ensemble le livre «L'inceste ne fait pas de bruit», et j'ai trouvé que c'était un bon titre pour parler d'incestuel.
de dire la sexuelle fait enfin du bruit, parce que c'est quelque chose dont on parle rarement. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et donc, pour tout vous dire, je me suis interrogée à savoir si finalement, bon, je me sens un peu, comment dire, euh, pas en perte d'idées de vidéos, mais disons que je me dis, est-ce que une chaîne YouTube sur la sclérose en plaques est encore intéressante, sachant que bon, cette chaîne-là a été, c'est pas la première chaîne YouTube que je fais sur la sclérose en plaques. Ça remonte, combien de temps que j'ai connu YouTube au tout début. Donc au départ j'avais une chaîne et je parlais, je montrais mes chats. À l'époque je faisais l'élevage de chats persans. Et puis après ça a basculé sur le témoignage sur la sclérose en plaques, parce que j'ai découvert la sclérose en plaques après 26 ans d'errance médicale. Et donc j'ai commencé en rejoignant des scènes de vie, en prenant le rôle de la neurologue. Voilà, j'ai fait des parodies. C'est comme ça que je me suis fait connaître un peu dans ce milieu de la sclérose en plaques, où j'ai participé notamment à la campagne d'information de C'est pas du ciné en 2009, 2010 et 2011. À l'époque aussi, j'avais un blog qui s'appelait astep.com. Et puis, entre-temps, il y a eu le décès de ma mère, il y a eu le départ de mon père en maison de retraite. Maintenant, je vis enfin, j'ai envie de dire, seule dans mon appartement depuis 2 ans. Hein. Donc, il était temps. et, donc, je suis en train d'écrire un livre sur finalement mon histoire, mon parcours de vie. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, la sclérose en plaques, je sais pourquoi elle est là. Enfin, disons que je ne vais pas dire que... Comment je pourrais dire ça sans dire de bêtises. La sclérose en plaques, à la base, c'est une maladie. À la base, c'est-à-dire au tout début, quand on est en forme limitante. C'est censé être une forme... Non, attendez, je reprends. On sait qu'il y a des formes primaires progressives aussi. Voilà, je vous parle pour la forme limitante. Pourquoi? Parce que à ce stade-là, elle est une maladie auto-immune. Et quand elle bascule dans le côté, non pas caché de la force, mais dans le côté dégénératif, et donc, si vous voulez, pour bien cerner la différence entre la rémitante et la progressive, ce qui n'est pas toujours facile pour ceux qui apprennent, qui ont la sclérose en plaques, pour comprendre bien la différence, c'est que, pour moi, la grosse différence, c'est que dans les formes progressives, soit d'emblée ou secondairement progressives, il n'y a pas de rémission possible, en fait. Donc, quand on a une forme rémitante, pendant les périodes où on est en poussée, tout d'un coup, on a le pic de symptômes. Puis quand la poussée, elle s'arrête, oui, elle disparaît, parce que c'est la phase où notre propre système immunitaire a reformé la myéline, qui est la gaine qui protège les axones, fibre nerveuse. Parce que la fibre nerveuse est composée d'axones et de myéline. Okay. Eh bien, dans cette phase de réparation de la myéline, l'axone est à nouveau protégé, ce qui fait que l'influx nerveux peut circuler. Donc, quand votre tête dit bouge la main, ben, la main elle bouge. Sauf que quand on est en phase de poussée, peut-être qu'il va y avoir une faiblesse dans la main. Voilà. Et moi, je suis en mode secondairement progressif, c'est-à-dire que ça fait plus ça et puis ça revient, si vous voulez, en tout début, les pics, une fois que la poussée a disparu, on revient au statu quo antérieur, c'est-à-dire on est comme avant. Enfin, comme avant. Au tout début, il n'y a pas de séquelles. Puis au fur et à mesure, à force d'avoir des poussées, la myéline, elle se reconstitue de moins en moins bien. Puis à la fin, bah, la myéline ne se reconstitue pas. Et ça touche l'axone et on voit des plaques, en fait. Les plaques, c'est... Pourquoi on appelle ça une sclérose en plaques? Parce qu'il y a des plaques qui se voient à l'IRM, image par résonance magnétique. Et sclérose, parce que ça sclérose, ça veut dire que ça durcit. Et donc on voit ces plaques. Et moi, on en a eu 12 quand on m'a diagnostiqué, quand on m'a fait le premier IRM. La première IRM, pardon.
Et au fil du temps, donc, ça fait pas ça, et ça re je sais pas quoi, ça fait pas ça et ça revient, ça fait ça, et puis de temps en et puis ça vous voyez, le niveau était là, et puis, au départ, ça arrive ici, puis après ça vient là, puis après là, puis et puis quand on passe en mode secondairement progressif, il y a un moment donné où il y a plus de retour. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire comme ça, et il y aura pas de poussée. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir un gros pic. C'est-à-dire l'apparition ou de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes déjà existants, ça va faire comme ça. Et donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière, en fait. Donc il y a un moment donné où, ben, quand il y a des parties dans le cerveau, dans la moelle épinière, où il y a des plaques, donc ça veut dire qui se rehaussent pas. Quand ça se rehausse, ça veut dire que c'est actif. Ce sont des plaques actives. Mais là, c'est des plaques qui sont anciennes, et donc ça veut dire que, ben, finalement, l'axone n'est plus là, quoi. Il a été la fibre nerveuse ne peut plus passer. Et le cerveau, sans doute, il essaye de trouver des voies différentes, mais il n'arrive pas forcément, ce qu'on appelle la spasticité. Bref, donc, pourquoi je disais ça? J'ai fait une bonne explication quand même, hein. Oui, j'ai parlé de la forme. Oui, je voulais dire qu'en fait, dans les formes rémitantes, on peut parler de maladies auto-immunes. Alors que dans la forme progressive, eh bien, ça devient une maladie neurologique finalement. Vous voyez, il y a mon grand professeur en neurologie à l'hôpital qui dit c'est pas une maladie neurologique, à la base c'est une maladie auto-immune. Sauf que quand ça devient secondaire, enfin, quand ça devient progressif, là ça devient une maladie neurodégénérative en fait, tout simplement. Donc, ce qui veut dire c'est qu'il n'y a pas de récupération possible, donc ça va aller en s'aggravant petit à petit. Alors on fait tout pour éviter que ça aille trop vite. Et il peut y avoir aussi des phases transitionnelles où on est encore à risque d'avoir des poussées. Donc, ce que moi je fais, c'est que je prends quand même toujours un traitement de fond pour éviter ou moins limiter fortement le risque de poussée. Parce que ça fait quoi? C'était en 2010, j'ai commencé la Copaxone. C'est ce traitement que j'ai pris, parce que ça a marché sur moi, heureusement. Donc, ma dernière poussée, elle commence à 2010. Vous voyez? Et c'est les poussées, une fois tous les 10 jours, non pas tous les 10 jours, tous les 10 mois, qui m'a motivée à commencer un traitement. À la base, c'était tous les jours. Je dis ça parce que là, maintenant, c'est une infirmière qui vient à raison de 2 fois par semaine me faire la piqûre. Et il y a des fois où ça fait des grosses plaques rouges. En fait, ça m'a fait il n'y a pas longtemps, mais ça me fait perdre du temps, il n'y a pas de réaction. Bref. Et moi, je préfère continuer ce traitement plutôt que de rien prendre du tout et de risquer de pousser. Même si je suis en phase progressive, et donc, en principe, la Copaxone n'est pas indiquée pour cette forme de sclérose en plaques. Mais mon médecin accepte de me la donner encore, donc il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un, un neurologue, qui disait que en principe, on ne doit pas le donner, il n'y a pas de traitement en fait pour les formes rémutantes, pour les formes progressives. Du moins, comment dire, je dis ça, mais bon, ils proposent quand même des traitements, mais on peut, pour la psychologie de la victime, j'allais dire, oui, c'est un peu ça, de la victime de la SEP, si moi je souhaite en tant que malade éviter, parce que ce que j'ai dit au médecin, je finis pas mes phrases, désolée. Si vous me dites qu'il n'y a aucun risque que je chope que je chope, bonjour, je me calme. Si vous me dites qu'il n'y a aucun risque que je déclare une poussée, que j'ai une poussée, eh bien, j'arrête le traitement, hein. Faut pas croire que ça m'amuse de me faire piquer pour rien, hein. Je sais que c'est pas le traitement indiqué, mais comme il n'y a pas beaucoup mieux, ça va pas agir sur le handicap, mais au moins ça va éviter que j'ai un pic de handicap, parce que je sais que si j'ai une poussée, il n'y a pas de retour possible, parce qu'il n'y a pas de rémission. C'est ça qui me fait peur. Après, à côté de moi, je vois d'autres personnes qui avaient peut-être qui étaient même état que moi il y a 10 ans et qui maintenant se portent toujours aussi bien, parce qu'elles ont accepté de prendre un traitement immunosuppresseur. Moi, j'ai pas voulu. Voilà, ça a été un choix. Bon, est-ce que c'était un mauvais choix? Je sais pas.
En tout cas, ça a été mon choix et voilà. Pourquoi je disais ça? Donc voilà, donc c'est censé être une maladie auto-immune, mais on voit qu'il y a la sclérose en plaques a aussi une autre face, c'est la face progressive. Et ça, la médecine ne sait pas faire grand-chose. En fait, elle n'a pas encore bien compris comment ça peut arriver à... comment ça bascule d'auto-immune à neuro. Et tout ça pour dire que, on va y arriver. Dès le début, j'ai cherché à savoir pourquoi la sclérose en plaques. Il y a des médecins comme le docteur Soulier, qui est décédé depuis d'une crise cardiaque, je crois, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la médecine du sens, essayer de comprendre. Et je me suis moi-même posé des questions sur est-ce que si on comprend certaines choses dans sa vie qui pourraient avoir impacté le corps, hein, parce que c'est pas débile comme question, est-ce qu'on pourrait pas, à défaut de revenir en arrière, au moins d'arrêter l'aggravation, quoi. Bon, c'est des questions qui restent ouvertes. Et on sait que tout ce qui est type stress peut... Non, je dis pas, c'est pas forcément, je sais pas, je pense qu'il y a des études qui disent que oui, d'autres qui disent que non, on n'est pas vraiment tout à fait au clair avec ça, mais moi je suis convaincue que les chocs émotionnels peuvent déclencher une poussée et peuvent même être à la base de l'apparition de la sclérose en plaques. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que il y a eu ce choc-là que j'ai la sclérose en plaques, c'est juste que ça a été le fait déclencheur. Voilà. Et quand je me suis posé cette question-là, j'avais tapé sur mon ami Google, je crois que j'ai dû marquer SS ou quelque chose comme ça, SS et sclérose en plaques, et je suis tombée sur un article du quotidien du médecin, donc c'est quand même pas n'importe quel site, qui disait qu'il y avait des études, notamment une en Norvège, je crois, et d'autres, il y en a eu aussi ailleurs, qui démontraient que les maltraitances en infantile pouvaient être... comment dire? Il y avait les adultes anciennes victimes, enfants de maltraitance infantile, dont l'inceste, avaient, je ne sais plus combien, 70%, je crois à peu près entre 60 et 70, je ne sais plus, de chance, entre guillemets, hein, de pourcentage de déclarer une sclérose en plaques. Voilà. Donc c'est clair que... attendez. Je m'intéresse à cette question-là. Et je m'intéresse d'autant plus que, je sais pas que la sclérose en plaques, j'ai surmonté la phobie sociale, enfin j'ai surmonté une dépression avec phobie sociale quand j'avais 25 ans, qui a duré 5 ans, où j'étais clairement isolée chez moi. Ça c'est clairement lié avec mon vécu d'incestuel, l'emprise de... Après je vais parler d'autre chose juste après. Les 30 années que j'ai vécues aussi de troubles alimentaires, d'anorexie en particulier, de sous-poids. Hein, j'ai fait pendant plus de 10 ans 40 kilos pour être 66. J'avais vu un reportage de Lara Fabian qui disait qu'elle avait fait l'anorexie, elle était descendue à 41 kilos. Et moi je suis là, je dis ouais, 41 kilos, ouais. Et elle mesure 1m64, ce que j'ai vu. Moi je fais 1m66 et je suis descendue jusqu'à 34 kilos l'hiver dernier. Donc bon, je me suis dit, comment j'ai fait pour, non pas pour tomber, parce que je sais comment c'était passé, mais comment j'ai fait pour ne pas mourir, quoi. Vous voyez? Et donc, tout ça pour dire que je comprends tout ce que j'ai vécu est lié à mon enfance, enfin mon enfance, qui s'est poursuivi au-delà, hein, parce que j'ai vécu des années avec mes parents, parce que j'étais aidante, tout ça, j'en ai parlé souvent. Et du coup, je me disais, bon, je vais créer le MeToo incestuel. Voilà. Donc, j'ai lancé le blog MeToo incestuel.fr, attaché par un petit tiret entre MeToo et incestuel. Et je vais faire connaître cette cause, j'ai envie de dire, enfin,
Et du coup, je me suis dit: «Bon, je fais quoi de cette chaîne YouTube sur la sclérose en plaques?» Alors, ça veut pas dire que j'ai pas envie de parler de sclérose en plaques, la preuve, là, je viens de le faire. Mais je me suis posé la question, bon, on peut pas être sur tous les fronts. Est-ce que, finalement cette chaîne, je la bascule sur, bah, tout ce qui est en rapport avec la sexuelle, l'emprise, la qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tous ces thèmes? Ou bien j'ai créé une nouvelle chaîne. Mais bon, déjà j'ai une chaîne aussi sur mon aquarelle. Je me suis dit: «C'est pas bon de se disperser». Mais d'un côté, il me dit: «Ouais, mais les gens qui sont là que pour la sclérose en plaques, ils vont te dire: "Tu es bien gentil avec tes histoires d'inceste, mais nous, nous, on se sent pas concernés"». Alors voilà, alors donc, je vous raconte pourquoi j'ai cogité de ça. Donc, pour l'instant, je me dis, j'ai le blog sur l'incestuel, j'ai aussi le blog sur christelbrouille.com où je parlerai pardon, aussi de sclérose en plaques. C'est là où j'ai rédigé un article sur, la canicule et la sclérose en plaques, et puis j'aurai cette chaîne sur la sclérose en plaques. Voilà, donc si je veux faire ça, je vais, mon intention, c'est de vous faire des vidéos vraiment ciblées sur des questions, par rapport à la sclérose en plaques, et j'ai l'idée de, pas seulement vous faire un face à face, mais aussi, en fait, je vais essayer parce que ça va demander du travail au niveau montage, de vous faire à la fois, qu'on puisse voir ma tête, c'est quand même plus sympa, plus vivant, que d'avoir juste un texte qui défile, et à côté, un texte qui défile. Éventuellement aussi avec des petits dessins, parce qu'en ce moment je suis assez dessin là. Voilà, donc c'est mon projet actuellement, et pour l'instant je suis d'abord dans la finalisation de mon livre, qui est pas encore fini, parce que je vais illustrer aussi de petits dessins. Je vais essayer de mettre en visuel, ce que c'est que l'inceste, ce que c'est qu'incestuel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, combien? Je crois que c'est, attendez, je sais plus si c'est 160 000 ou 600 000 enfants par an, enfin quelque chose d'énorme quoi. Et j'appellerai mon autre chaîne. Je vais finir parce que je commence à fatiguer là. Voilà, j'ai zappé ce que je voulais dire. Oui, demain je fais une interview pour parler d'incestuel, et j'ai envie de vous dire que si vous aussi vous avez été victime d'inceste, ou vous vous sentez concerné par l'incestuel, je vous invite à aller sur mon blog metooincestuel.fr, et je vous donnerai bientôt un article où je mettrai le lien vers l'interview qui doit avoir lieu demain. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui me tient à cœur, même si je sais que ça en dérange certains, mais ça reste quand même un blog où je parle de moi, je témoigne de la sclérose en plaques, mais je témoigne aussi de ce qui me touche, d'autant plus que pour moi c'est lié avec la maladie. Je n'aurais pas cette sclérose en plaques si j'avais été élevée par d'autres personnes que mes parents, mais je serais différente. Après, je vais pas dire que je jette pas d'eau sale sur mes parents, ils ont été ce qu'ils ont été. Je sais que ma mère, elle a même pas conscience d'avoir été responsable de mes problèmes de santé. Personne n'a compris ça dans ma famille, à part mon petit frère et moi. Voilà, mais les autres sont encore dans l'amnésie traumatique, quoi, ou dans le déni, ou je sais pas, enfin bref. Et je vais pas les embêter à parler de ça, c'est pas à eux que je parle en fait, c'est pour faire évoluer la société, faire évoluer la société, et je pense que si j'estime que, bah, parmi toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques, il y en a certaines, hein, qui, comme moi, ont développé la sclérose en plaques parce qu'elles ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, et bien ça vaut la peine que je parle. Et c'est pas facile, loin de là, de parler de sa famille, comment dire, on lave le linge sale en famille, et pas, ben oui, mais non, là, moi, je me sens
presque comme une mission de me dire: «Bah si, il faut que les victimes parlent». Parce qu'on voit, le gouvernement, Macron, il a dit: «On va lancer, le, on vous croit, oui, on va vous protéger enfants», parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui il y a à peu près 3 enfants par classe quoi, qui sont concernés. C'est quelque chose de d'abominable quoi et on va rien faire. Il y a certainement des personnes haut placées qui sont pédocriminels. Donc voilà, donc moi, en tant que victime, j'ai besoin de parler et je me dis que si on est toutes les victimes, on se groupe ensemble, on sera une force en fait pour se faire entendre. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis encore une fois, cette chaîne maintenant, elle va, je ne vais parler que de sujets en relation avec la sclérose en plaques en essayant d'aller beaucoup plus, moins c'est-à-dire en fait beaucoup moins à parler du sujet qui me touche, comment dire? Je vais prendre une problématique qui est en rapport avec la sclérose en plaques. Dedans, je vous dirai mon vécu, mais je vais essayer que ce soit beaucoup plus, encadré, cadré. Voilà, bon, vous verrez, n'hésitez pas à me faire part du sujet que vous voudriez, me voir aborder et je m'arrête là parce que ça fait quand même, waouh, 26 minutes! Oh là là, et je dois vous dire, hein. Bon allez, passez un bon été.